sein de ce comité économique, éthique et social. Si l'on attend de ce comité qu'il porte des projets de décision clés en main à l'autorité publique, alors effectivement, on ne peut être déçu dès l'instant que, par exemple, je vous disais tout à l'heure, difficulté à aboutir au consensus, eh bien, ça n'est pas une décision clé en main qui, effectivement, sort des recommandations du CPS. Donc, sur cette deuxième grande interrogation, celle de la démocratie, je crois qu'il y a deux points qui émergent. Il y a d'un côté l'utilité, dans un comité dédié du HCB, d'un débat démocratique sur les biotechnologies, dès l'instant qu'on n'attend pas de ce débat plus que ce qu'il peut raisonnablement donner. Et puis, il y a de l'autre côté les ambitions irréalistes, je dirais, trop ambitieuses d'un certain nombre de membres ou de politiques qui, précisément, compliquent beaucoup la mission du HCB et peuvent conduire à de grandes déceptions quant à ce qu'il produit. Troisième enjeu, je serai encore plus courte. 5 minutes. Voilà. C'est la contribution du HCB à la prise de décision publique. Donc là, on est sur un plan plus pragmatique, hein, je vous l'ai dit, où il s'agit de se demander si le HCB facilite des décisions, la prise de décisions publiques claires, informées, partagées, etc. Parce que c'est ça aussi qu'on attend de lui après une longue période pendant laquelle la politique, la ligne politique gouvernementale dans ce domaine a été passablement floue et instable. Alors encore une fois, là, en première analyse, la réponse me paraît être clairement oui. Oui, sur la base des avis du HCB. De nombreuses décisions ont été adoptées par le gouvernement, qui, encore une fois, dit oui à un certain nombre d'expérimentations, même de nombreuses expérimentations, la vigne, des expérimentations de thérapie génique, des expérimentations de médicaments vétérinaires, etc., qui a pu se positionner très clairement sur un certain nombre de sujets qui étaient totalement encalminés depuis des années. Je pense en particulier à la question de l'étiquetage des produits sans OGM. On attendait depuis des années une réglementation en la matière qui n'arrivait pas. Eh bien, les avis du HCB ont permis d'adopter une réglementation qui maintenant est en vigueur. Par ailleurs, les travaux du HCB ont permis de circonscrire toute une série de questions d'intérêt que je vous mentionnais tout à l'heure, le brevet, la coexistence, etc. Je vais vite sur ce point. Mais en seconde analyse, on reste assez étonné de la manière dont se jouent les liens entre expertise et décision dans le domaine. Et là, je dois dire que le HCB se heurte à une difficulté qui lui est pas propre, enfin qui n'est pas propre au domaine dans lequel il évolue, celui des biotechnologies. Elle a été pointée aussi par le comité national d'éthique l'année dernière, quand il travaillait sur l'embryon, par exemple, mais qui est ici particulièrement exacerbée. Et sa difficulté, c'est la suivante. Dans certains cas, les pouvoirs publics ne suivent pas les avis du HCB. Bon, a priori, il n'y a rien de choquant là-dedans, parce que les décisions à prendre sont des décisions politiques, les choix politiques à opérer doivent l'être dans le cadre de l'autonomie du politique, et par conséquent, il n'y a rien de choquant à ce que les avis consultatifs ne soient pas suivis. Ce qui est plus embêtant, et qui est vraiment un vrai problème, me semble-t-il, dans le domaine de l'expertise aujourd'hui, c'est quand les pouvoirs publics, ce qui arrive souvent dans le domaine des OGM, annoncent leurs décisions avant même que le HCB ait rendu un avis. C'est arrivé il y a quelques semaines encore dans le cadre de l'affaire Serralini, on pourra en reparler. Et plus embêtant encore, lorsque les pouvoirs publics, très embêtés face à cette question qui, on le sait très bien, hein, une patate chaude, ils le reconnaissent eux-mêmes, hein, et on comprend que la question soit difficile, quand ils tordent les avis des experts du HCB. Et là, on pourra en reparler aussi, le HCB avait rendu un avis sur le Mont 810, qui, sur le plan des risques environnementaux et sanitaires, n'était pas particulièrement inquiet. Vous le savez, la clause de sauvegarde qu'avait adoptée le gouvernement français à propos du Mont 810 a été considérée comme illégale. Il a donc fallu que le gouvernement revoie sa copie en la matière. Or, il a décidé de reprendre des mesures d'urgence, très précisément d'interdiction à propos du Mont 810, en se fondant
sur des éléments scientifiques qui n'étaient pas dans l'avis du HCB et pour lesquels le HCB n'avait pas été sollicité. Donc, il y a là évidemment un problème d'instrumentalisation de l'expertise qui, encore une fois, n'est pas spécifique à ce domaine mais qui est très marqué ici, qui pose un problème quant au lien entre, me semble-t-il, quant au lien entre l'expertise et la décision. Et puis inversement, dans d'autres cas, les pouvoirs publics ont tendance, et je dirais que c'est plus souvent le cas, à attendre que l'on décide à leur place. On est alors dans cette espèce de fuite politique récurrente où les pouvoirs publics cherchent une décision toute faite, une décision clé en main dans les avis du Haut Conseil des biotechnologies. Et où le fait d'avoir un avis scientifique qui fasse la part des choses entre ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire en l'état des connaissances, et puis une recommandation du CES qui cartographie les positions, montre que sur certains points il y a des convergences ou des consensus, et que sur d'autres les divergences sont irréductibles et en l'état indépassable, eh bien c'est quelque chose qui est considéré comme non suffisamment éclairant pour prendre des décisions en la matière, dont une fois encore, ils souhaiteraient le plus souvent qu'elles leur soient mises directement entre les mains. Donc là, il y a une difficulté, qui est une vraie difficulté, parce que qu'est-ce qu'on attend d'une instance d'expertise que l'on a instituée comme consultative, sinon d'éclairer et non de se substituer à l'autorité publique. Là, je crois qu'il y a vraiment un point important de rappeler aux politiques que les décisions sont difficiles, certes, mais que c'est à eux de les prendre et de les assumer politiquement. Bon, seulement voilà, c'est un domaine particulièrement sensible, on le sait. Donc l'expertise est tantôt instrumentalisée et donc considérée par les experts eux-mêmes comme un alibi, ce qui n'est jamais très positif, tantôt recherchée au contraire comme un blanc-seing. Ce qui révèle, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire dans ce domaine comme dans d'autres pour mieux articuler l'expertise et la décision sur laquelle pourtant les grands spécialistes travaillent depuis des années en faisant avancer les choses, mais visiblement il y a encore du travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir fait partager à la fois les avancées et puis les questions non résolues. Fondamentalement, pour moi, ce que nous avons entendu, c'est un exposé sur un sujet très actuel qui est la manière dont on gouverne l'incertitude dans notre monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire un monde dans lequel la science, de plus en plus souvent, pose des questions plus qu'elle n'est capable d'apporter de réponses fermes et assurées. Et ça, par rapport au modèle que nous avions le 19e siècle, c'est quelque chose de radicalement nouveau. En particulier dans notre pays, trois grands savants, je pense, forgé la représentation que nous avons de la preuve scientifique et de la manière de la traiter. C'est Descartes, Pasteur et Claude Bernard. Et tous les trois nous ont mis sur un terrain le doute pasteurien, non, pardon, le doute cartésien, l'observation par des outils scientifiques pasteurienne, l'expérimentation bernardienne, nous ont mis sur un schéma où il fallait obtenir des preuves scientifiques fortes pour pouvoir décider. Ce schéma n'est pas complètement dépassé, mais en grande partie ne recouvre pas les situations scientifiques que nous avons à gérer aujourd'hui. Je vous recommande d'ailleurs là-dessus un très intéressant livre, peut-être que tu l'as vu, de Jean-Baptiste Fressos, qui en particulier s'appelle L'Apocalypse joyeuse, qui compare la manière dont l'expertise française et l'expertise britannique fonctionnent. Et
c'est au cœur du sujet que Christine vient d'illustrer. Notamment sur l'utilisation du gaz de ville au XIXe siècle, à Paris et à Londres, l'expertise française a consisté à mobiliser l'Académie des sciences pour qu'elle dise la vérité. Et pour qu'elle dise la vérité, on recourait au vote. Mais quand le vote était rendu, seule la position majoritaire était exprimée et fondait les décisions des pouvoirs publics. Les Britanniques faisaient complètement différemment. C'est-à-dire, comme tu le disais, tu as utilisé l'expression, cartographier les positions, ils faisaient l'inventaire des arguments pour et contre, et puis ils faisaient témoigner des praticiens, des ingénieurs, ils faisaient des retours d'expérience sur des accidents, ils faisaient de la mesure du risque, et ils décidaient dans un contexte d'incertitude. Ces deux manières de pratiquer l'expertise scientifique continuent de caractériser le monde d'aujourd'hui, et nous avons en France beaucoup de mal à sortir de cette vision de la recherche d'une preuve absolue. Et ce qui est particulièrement intéressant dans l'expérience du HCB, c'est justement cette tentative de sortir de cette posture de vouloir à tout prix dire la vérité pour reconnaître qu'on ne peut pas toujours savoir le vrai et le faux, que c'est souvent la situation dans laquelle nous sommes dans le monde d'aujourd'hui et qu'il nous faut vivre avec et trouver une manière intelligente de décider dans ce contexte-là. Avec ici quand même une avancée peut-être qui mérite d'être soulignée, c'est que dans la manière française de faire jusqu'à présent, on avait beaucoup recours à des comités ad hoc. Le HCB, ça c'est très important, c'est déjà 3 ans d'expérience qu'on capitalise, sur lesquels les gens réfléchissent, dont on peut tirer les enseignements. Le fait qu'on ait une instance permanente d'évaluation des risques et de débat sur les risques est déjà quelque chose de très important. Pour ouvrir le débat, peut-être la première question que je pourrais poser, c'est que dans ce contexte-là, on voit qu'il y a quand même une multiplicité des instances d'expertise dans lesquelles la population se perd. Comment peux-tu nous expliquer la particularité du travail du HCB par rapport à ce que fait l'Agence nationale de sécurité sanitaire? Comment positionner le travail de ces deux grands organismes français auxquels on pourrait ajouter le Haut Conseil de la santé publique? Quand on prend le texte de la loi de 2004 qu'il a institué, il recoupe beaucoup ce que le HCB a à faire, et comment tout ça s'articule avec le niveau européen de l'expertise, et notamment celui de l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Est-ce que tout ça est redondant, ou est-ce que tout ça est des éléments d'un puzzle, mais alors qui est reconstitué comment et par qui? Tout ça est les éléments qui pourraient être améliorés dans son organisation. Donc le puzzle, c'est le suivant. Pour ce qui concerne, je vais être très grosso modo, hein, sinon c'est compliqué et un peu aride. Pour ce qui concerne certains OGM, et notamment tout ce qui est utilisation confinée en laboratoire, les procédures sont complètement nationales, mais les autorisations en la matière doivent être prises après un avis scientifique. Donc il est normal que l'État français se soit doté d'une instance d'expertise en la matière. Ça, c'est purement franco-français. En revanche, pour ce qui concerne les importations, les mises en culture, etc., là, on est dans un domaine qui est centralisé au niveau européen
communautarisé, comme on disait à l'époque, et où effectivement la décision n'appartient pas purement à la France. Donc la décision se prend à Bruxelles, en conditions de vote assez compliquées sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici, et elle est prise après que l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qu'on appelle aussi EFSA, a rendu un avis sur la sécurité environnementale et sanitaire des OGM considérés. Bon. La France pourrait tout à fait considérer que puisque l'EFSA existe, il n'y a pas besoin de Conseil des biotechnologies. Ça n'est pas le choix qu'elle a fait, et d'une certaine manière on la comprend. D'abord, elle a envie, munie de ses propres experts, de pouvoir contribuer à l'évaluation qui est faite à l'EFSA, comme l'EFSA prévoit que cela est possible pour tous les États membres. Et ensuite, elle a envie, et surtout, je dirais, elle a envie de pouvoir avoir ses propres armes en main, ses propres éléments scientifiques, et environnementaux et sanitaires pour pouvoir éventuellement, lorsqu'elle estime nécessaire, prendre des clauses de sauvegarde et s'opposer à la mise en culture ou à l'importation d'un OGM qui aurait été autorisé au plan européen. C'est la raison pour laquelle elle a ses propres instances. Bon. Maintenant, la question de savoir si une aurait suffi plutôt que deux, en l'occurrence le Conseil des biotechnologies et l'ANSES, c'est une véritable question. Il y a un chevauchement, c'est clair, et le chevauchement il se fait pour ce qui concerne l'évaluation des risques pour la santé. L'ANSES est effectivement chargée, à chaque fois qu'est en jeu l'importation ou la mise en culture d'un OGM aliment, je dirais pour aller vite, d'évaluer les risques qui pourraient subvenir pour la santé des personnes. Le HCB, lui, est chargé beaucoup plus généralement d'évaluer les risques non seulement pour la santé mais aussi pour l'environnement. Est-il logique qu'il y ait ce recoupement? Est-ce qu'il ne serait pas de bonne politique de faire en sorte que ou bien le HCB fasse tout, ou bien l'ANSES fasse tout, ou bien, etc., toutes les configurations qui sont possibles, mais en tout cas que le doublon soit supprimé. C'est précisément l'objet d'une réunion qu'on aura la semaine prochaine avec Marc Mortureux. Et donc voilà, je ne suis pas capable de vous dire comment ça a évolué, mais il est clair que les choses doivent évoluer. Marc Mortureux est le directeur général de l'ANSES. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions? Oui, vous avez la parole. On va vous donner un micro. Comme nous sommes enregistrés, y compris pour France Culture, essayez de vous présenter. J'avais une double question. Une question très simple et un aspect un peu plus compliqué. La question très simple, justement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du vote. Je m'étais posé la question si dans votre instance il y avait des votes avant de remettre un avis. Donc ça, la réponse peut être relativement simple. Maintenant, la deuxième interrogation que j'ai, qui est un peu plus compliquée, c'est un petit peu la neutralité que peut avoir un organisme comme le vôtre. Alors, quand je vous ai écouté tout à l'heure, j'ai eu l'impression que dans votre exposé, vous avez fait un effort d'objectivité et de neutralité. Sauf peut-être un point qui m'a paru un petit peu pas difficile, c'est quand vous avez parlé tout à l'heure que des organismes auraient saccagé des millions. Alors effectivement, c'est un mot, le saccage, qui est un mot très dur, qu'on a mis parfois dans la presse, mais moi j'aurais tendance à dire de l'extérieur, il se trouve que dans mon environnement, j'ai déjà discuté avec des gens que je connais qui sont des migrants culturologiques, alors qui n'ont pas participé à cette action.